Le vrai prix du succès. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo. Je m'appelle Aurore, j'ai 28 ans et, malgré la direction d'une entreprise technologique de plusieurs millions d'euros, je prends toujours le bus pour aller au travail. Mes parents n'ont jamais compris mon choix de vivre simplement, surtout lorsque j'arrivais à notre dîner de famille annuel en jean, tandis que mes cousins portaient des tenues de créateurs. Quand Blaise m'a demandé avec moquerie si je prenais toujours les transports en commun, je ne m'attendais absolument pas à ce que ma montre ancienne attire l'œil de mon père. L'expression sur son visage a changé toute la soirée. Si vous regardez cette vidéo, laissez un commentaire pour me dire d'où vous venez. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour entendre comment j'ai réduit au silence une pièce pleine de proches obsédés par le statut d'un simple mouvement de poignet. Grandir en tant que fille de Thomas et Éléonore Leclerc signifiait fréquenter des écoles privées d'élite, passer des vacances à Saint-Tropez et bénéficier de tous les avantages matériels qu'un enfant pouvait souhaiter. Mon père a bâti son empire immobilier à partir de rien, transformant un petit héritage en une fortune grâce à la détermination et au sens des affaires. Ma mère était issue de la vieille noblesse financière, leur nom de famille apparaissant sur des bâtiments historiques à travers Paris. Ils m'ont donné toutes les opportunités, mais ils m'ont aussi inculqué l'importance de tracer ma propre voie dans le monde. Contrairement à mes cousins, qui se contentaient de vivre de l'argent et des relations familiales, j'étais déterminée à construire quelque chose de significatif selon mes propres conditions. Après avoir obtenu mon diplôme de la HEC Paris, École des hautes études commerciales, j'ai surpris tout le monde en refusant une offre d'emploi à 6 chiffres dans l'entreprise de mon père. Au lieu de cela, j'ai accepté un poste de débutante dans une start-up technologique en difficulté. Mon père était confus, mais me soutenait. Ma mère était dévastée, convaincue que je gâchais mon potentiel. Mes cousins, en particulier Blaise, pensaient que j'avais perdu la tête. « Tu pourrais conduire une Porsche l'année prochaine si tu travaillais pour Oncle Thomas », m'a dit Blaise lorsque je lui ai annoncé ma décision. « Au lieu de cela, tu feras le café pour des geeks qui feront probablement faillite dans 6 mois. » J'ai juste souri et lui ai dit qu'il y avait des choses plus importantes dans la vie que de conduire une Porsche. Il m'a regardé comme si j'avais parlé une langue extraterrestre. La start-up était tout ce que j'avais espéré. Un rythme effréné, innovante, rempli d'esprits brillants, travaillant ensemble pour créer quelque chose de révolutionnaire. J'ai prospéré dans cet environnement, grimpant rapidement les échelons pour devenir chef de produit en 18 mois. C'est là que j'ai rencontré Gérard Clémaud, un entrepreneur chevronné de 65 ans qui était notre conseiller d'entreprise. Gérard est devenu le mentor dont j'avais besoin. Alors que mon père m'avait enseigné les affaires en théorie, Gérard m'a montré leur application pratique dans le monde de la technologie. Il était brillant, gentil et complètement non impressionné par les symboles de statut malgré son immense richesse. Il conduisait une Renault Clio vieille de 10 ans, portait les 3 mêmes poules en rotation et vivait dans une maison modeste. Pourtant, il avait fondé 3 startups licornes et était respecté dans toute la French Tech, l'écosystème technologique français. La vraie richesse est invisible, Aurore, m'a-t-il dit un jour. À partir du moment où tu as besoin de montrer aux gens à quel point tu as réussi, tu as déjà échoué à comprendre ce que signifie le succès. J'ai absorbé sa philosophie comme une éponge. Lorsque notre start-up a été rachetée par un géant de la technologie 2 ans plus tard, j'ai utilisé l'argent de mon rachat pour fonder ma propre entreprise, Clémaud Dynamique, la nommant en l'honneur de Gérard. Il a été touché par le geste et est devenu mon premier investisseur et membre du conseil d'administration. Les 2 premières années ont été brutales. Je travaillais 18 heures par jour, vivais dans un minuscule studio et réinvestissais chaque centime dans l'entreprise. J'ai développé une plateforme qui aidait les petites entreprises à concurrencer les géants corporatifs grâce à l'analyse de données et à des stratégies de marketing ciblées. Le potentiel était énorme, mais les débuts ont été remplis d'échecs, de présentations ratées et de ressources en diminution. Malgré tout, Gérard m'a soutenu. Lorsque d'autres investisseurs sont devenus nerveux, il est resté calme. Lorsque je doutais de moi, il me rappelait ma vision. Et quand j'étais prête à abandonner, il se présentait à mon appartement avec des plats à emporter et des histoires sur ses propres échecs passés. Pour mon 27e anniversaire, après un trimestre particulièrement difficile qui montrait néanmoins des métriques prometteuses, Gérard m'a offert une petite boîte.
Ceci a été avec moi à travers 3 entreprises, 2 cracks boursiers et un échec très public, a-t-il dit. Maintenant, il devrait être avec toi. À l'intérieur se trouvait sa montre. Pas tape à l'œil, ni manifestement chère, elle était élégante dans sa simplicité. Un original de Gérard Clémaud, issu de la collection limitée qu'il avait conçue comme projet parallèle avant d'être connu pour la technologie. Je l'ai immédiatement reconnu grâce aux articles que j'avais lus sur lui, mais je n'avais aucune idée de sa véritable valeur. « Gérard, je ne peux pas accepter ça », ai-je protesté. « Cela vaut plus que mon entreprise. » Il a ri. « Pour l'instant, peut-être, mais pas pour longtemps, » a-t-il dit, l'attachant à mon poignet. « Promets-moi de la porter quand tu auras besoin de te souvenir de ta propre valeur et non de ce que les autres pensent que tu vaux. » 3 mois plus tard, Gérard est décédé subitement d'une crise cardiaque. J'étais anéantie. La montre est devenue ma possession la plus précieuse, non pour sa valeur monétaire, mais parce qu'elle me connectait à lui. Je l'ai portée tous les jours alors que je guidais l'entreprise à travers sa phase de croissance sans ses conseils. Dans les années qui ont suivi sa mort, Clémaud Dynamics a explosé. Nous avons décroché des clients majeurs. Nous nous sommes étendus à 3 bureaux internationaux et nous avons été présentés dans toutes les grandes publications technologiques. J'ai été nommée dans la liste Forbes 30 sous 30 française et les offres de rachat ont commencé à affluer. Malgré tout, j'ai conservé la philosophie de Gérard sur le succès discret. Je vivais toujours dans mon modeste appartement, bien que j'aie fait une mise à niveau vers un 2 pièces. Je prenais toujours les transports en commun et évitais les feux des projecteurs autant que possible. Ma famille élargie est restée largement inconsciente de mon succès. Ils savaient que j'avais lancé ma propre entreprise, mais je n'ai jamais discuté de sa croissance lors des réunions de famille, préférant écouter mes cousins se vanter de leurs derniers achats. Mes parents respectaient ma vie privée, bien que mon père vérifiât occasionnellement les documents publics de mon entreprise et semblait de plus en plus impressionné par ce qu'il voyait. Le dîner annuel de la famille Leclerc était une tradition commencée par mes grands-parents et poursuivie par mon père et son frère, mon oncle Richard. Il se tenait dans la propriété de mes parents en Normandie, un vaste manoir qui avait été présenté dans des magazines d'architecture. Chaque année, toute la famille élargie se rassemblait pour manger, boire et inévitablement comparer les réalisations et les acquisitions. Oncle Richard était le frère cadet de mon père, et il y avait toujours eu une tension compétitive entre eux. Alors que mon père avait bâti sa fortune grâce au travail acharné et à la prise de risques stratégiques, oncle Richard s'était marié dans la richesse et avait réussi à utiliser ses relations pour obtenir un poste de direction dans une prestigieuse société financière. Leurs enfants reflétaient leurs valeurs. Mes cousins, menés par Blaise, mesuraient le succès aux marques qu'ils portaient et aux voitures qu'ils conduisaient. Les dîners de famille devenaient inévitablement des vitrines pour leur dernier symbole de statut. Alors que je me préparais pour le dîner de cette année, j'ai pensé à Gérard et à ce qu'il dirait de mon anxiété à affronter ma famille. Je pouvais presque entendre son doux rire et son conseil. « Laisse-leur leur Porsche. Tu construis quelque chose qui va durer. » Avec cette pensée en tête, je me suis habillée dans mon style habituel. Jean foncé, simple chemisier blanc, maquillage minimal et la montre de Gérard. J'ai commandé un VTC, véhicule de tourisme avec chauffeur, et me suis dirigée vers la Normandie, prête à endurer une autre soirée de jugement subtil et moins subtil. Le chauffeur de VTC a sifflé doucement tandis que nous franchissions les portes en fer forgé ornementées de la propriété de mes parents. « Bel endroit », a-t-il dit, naviguant sur la longue allée sinueuse bordée de taupières parfaitement entretenues. J'ai hoché la tête, regardant le familier manoir de style haussmannien apparaître, sa façade en pierre de taille brillant dans la lumière du début de soirée. Je ressentais toujours un étrange mélange d'émotions en revenant ici. Fierté de ce que mes parents avaient construit, nostalgie de mon enfance et un léger malaise face à l'ostentation. « Vous pouvez me déposer devant », ai-je dit au chauffeur alors que nous approchions de l'allée circulaire. Une rangée de véhicules de luxe était déjà garée de manière proéminente. J'ai immédiatement repéré la nouvelle Ferrari de Blaise, positionnée à un angle qui garantissait que personne ne pouvait la manquer. À côté se trouvait la Bentley d'oncle Richard, le Range Rover de ma cousine Amélie et plusieurs autres voitures haut de gamme appartenant à divers membres de la famille. Mon VTC, une pratique Peugeot 508,
semblait nettement déplacé alors qu'il s'arrêtait devant la grande entrée avec ses colonnes imposantes et ses portes en chêne massive. J'ai remercié le chauffeur, ajouté un pourboire généreux sur l'application, et suis sorti dans l'air frais de l'automne. Du coin de l'œil, j'ai aperçu un mouvement à l'une des fenêtres. Blaise observait mon arrivée, notant sans doute mon choix de transport avec une satisfaction suffisante. L'énorme porte d'entrée s'est ouverte avant que je puisse sonner, révélant Antoine, le majordome de longue date de mes parents. Son attitude formelle s'est adoucie en un sourire sincère quand il m'a vue. « Mademoiselle Aurore, bienvenue à la maison », a-t-il dit chaleureusement. « Vos parents sont dans le salon principal avec les autres invités. »« Merci, Antoine, » ai-je répondu, lui rendant son sourire. « Comment vont Marie et les enfants? »« Très bien, merci. Diego a commencé l'université cet automne, le premier de la famille. »« C'est merveilleux, » ai-je dit, sincèrement ravi. J'avais aidé le fils d'Antoine avec ses essais de candidature l'année dernière. Informatique. Oui, il parle souvent de vous. Vos encouragements ont tout signifié. J'ai serré doucement son bras avant de le dépasser pour entrer dans le hall d'entrée imposant avec ses sols en marbre et son grand escalier. Des bruits de conversation et de musique classique s'échappaient du salon. J'ai pris une profonde inspiration, redressé mes épaules et marché vers le rassemblement. Ma mère m'a repéré la première. Éléonore Leclerc était une femme frappante au début de la soixantaine, élégante dans une robe de créateur bleu marine qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Ses cheveux noirs striés d'argent étaient parfaitement coiffés, sa posture impeccable. Elle s'est excusée d'une conversation avec ma tante et a glissé vers moi. « Aurore, chérie », a-t-elle dit, m'embrassant les deux joues dans le vide. Elle a reculé, évaluant ma tenue d'un coup d'œil rapide. « Tu aurais pu porter la robe Chanel que je t'ai envoyée pour ton anniversaire. Elle aurait été parfaite pour ce soir. »« C'est plus confortable, maman, » ai-je dit, lui donnant une vraie étreinte, qu'elle a rendue un peu raidement. « Tu es belle comme toujours. » Elle a soupiré, mais a souri. « Bon, au moins ce chemisier est en soi. Viens dire bonjour à tout le monde. Ton cousin Blaise vient de conclure un compte majeur à la firme. Bien sûr qu'il l'avait fait. Les réalisations de Blaise étaient toujours mises en évidence immédiatement, tandis que les miennes étaient rarement mentionnées. J'ai suivi ma mère dans le salon, une pièce grandiose avec des plafonds vertigineux, des meubles anciens et des murs tapissés d'œuvres d'art de valeur. Environ 24 membres de la famille étaient déjà là, regroupés en petits groupes, flûte de champagne à la main. Mon père était engagé dans une conversation avec oncle Richard près de la cheminée, mais il a levé les yeux quand je suis entrée. Thomas Leclerc était grand et distingué. Ses cheveux, autrefois noirs, étaient maintenant principalement gris. Contrairement à ma mère, qui embrassait les atours de la richesse de tout cœur, mon père maintenait une certaine retenue. Oui, il conduisait des voitures de luxe et possédait plusieurs maisons, mais il y avait toujours quelque chose d'un peu inconfortable chez lui lors de ses réunions de famille formelles, comme s'il n'avait pas tout à fait oublié ses origines de la classe moyenne. « Voilà ma fille », a-t-il dit, s'éloignant de son frère et traversant la pièce pour m'embrasser correctement. Son étreinte était chaleureuse et sincère, sentant le même après-rasage qu'il portait depuis mon enfance. « Comment s'est passée la route? »« Bien, papa, pas de bouchon. » Il a hoché la tête, étudiant mon visage de près. « Tu as l'air fatigué, tu travailles trop dur. »« Probablement, ai-je admis, mais les choses vont bien. Je suis content de l'entendre. » Il a baissé la voix. « Ton dernier dépôt trimestriel était impressionnant. Ce contrat avec Total était tout un coup de maître. » J'ai cligné des yeux, surprise. « Tu as vu ça? » Il a souri légèrement. « Je te suis, même si tu penses que non. » Il m'a serré l'épaule. « Je suis fière de toi, Aurore. Tu construis quelque chose selon tes propres conditions. » Avant que je puisse répondre, oncle Richard s'est approché, cocktail à la main. « Aurore, te voilà. Nous commencions à penser que tu nous avais oubliés, nous les gens qui réussissent. » Son rire était juste un peu trop fort, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. « Bonjour, oncle Richard, » ai-je dit, acceptant sa brève accolade. « Comment vont les choses chez Westfield Finance? » En plein essor. Absolument en plein essor. Nous venons d'acquérir une boutique à Lyon, ajoutant 2 millions d'euros à notre gestion de portefeuille. Il a pris une grande gorgée de son verre. Mais assez parlé de moi. Comment va ta petite start-up?
Toujours à flot, mon père a légèrement froncé les sourcils devant le ton condescendant de son frère, mais j'ai juste souri. Nous nous débrouillons, merci de demander. Bien, bien, la persistance est importante. Il m'a tapoté le bras d'une manière condescendante. Blaise est par ici quelque part. Il a été nommé associé junior le mois dernier, le plus jeune de l'histoire de la firme. C'est merveilleux, ai-je dit, avec tout l'enthousiasme que j'ai pu rassembler. Je ne manquerai pas de le féliciter. Comme s'il était appelé par son nom, Blaise est apparu aux côtés de son père. Mon cousin avait 32 ans, d'une beauté conventionnelle à la manière des hommes, qui passent trop de temps dans des salles de sport exclusives et des salons de coiffure haut de gamme. Son costume était clairement sur mesure, sa montre ostensiblement incrustée de diamants. « Cousine Aurore », a-t-il dit, m'embrassant l'air près de ma joue. J'adore le look simple. Très authentique, j'ai répondu par un hochement de tête. Félicitations pour être devenu associé junior. Il a redressé sa cravate déjà droite. Merci, la Ferrari dehors est mon cadeau de célébration à moi-même. 0 à 100 en moins de 3 secondes. Impressionnant, ai-je dit, même si cela m'était complètement égal. La montre de Gérard est devenue soudainement lourde à mon poignet, un rappel de ce qui comptait vraiment. Ma cousine Amélie s'est approchée ensuite. Ses talons hauts claquant sur le sol en marbre. Aurore, oh mon Dieu, cela fait une éternité. Elle m'a embrassée avec l'enthousiasme excessif de quelqu'un qui avait déjà bu plusieurs verres de champagne. J'adore ce que tu as fait à tes cheveux. Tellement naturel. Amélie était la sœur cadette de Blaise, 26 ans, et déjà à son deuxième mari. Elle travaillait nominalement dans les relations publiques, bien que son travail semblait principalement impliquer d'assister à des galas de charité et de poster à leur sujet sur les réseaux sociaux. « Merci Amélie, tu as bonne mine. Je reviens de Nice, a-t-elle dit, agitant ses cheveux coûteusement méchés. Alexandre a une villa là-bas. Tu devrais la voir. 6 chambres, piscine à débordement, accès privé à la plage. » Elle s'est penchée plus près. Nous pensons acheter notre propre endroit à proximité. Rien de trop extravagant, juste un petit refuge à 3 millions d'euros. J'ai hoché la tête poliment tandis qu'elle continuait à détailler les commodités de l'immobilier de luxe français. Par-dessus son épaule, je pouvais voir mes autres cousins engagés dans des conversations similaires. Julien montrait sa nouvelle Rolex à sa sœur Margot, qui faisait défiler les photos de ses récentes vacances aux Seychelles sur son téléphone. Tante Pascale décrivait sa maison nouvellement rénovée à Deauville à ma mère, soulignant la difficulté de trouver des entrepreneurs fiables qui comprenaient l'importance du marbre italien importé. Toute la pièce bourdonnait de ces échanges d'acquisitions et de réalisations, une symphonie familière de richesses compétitives. J'étais au milieu, la montre de Gérard à mon poignet, pensant à la conférence téléphonique que j'avais programmée le lendemain matin, avec une organisation à but non lucratif qui voulait utiliser notre plateforme pour connecter des personnes sans abri avec des opportunités d'emploi. Le contraste entre ces mondes me faisait sentir comme si j'étais à cheval sur des univers parallèles. Un membre du personnel est apparu pour annoncer que le dîner était servi, offrant une interruption bienvenue. Alors que nous nous dirigeons vers la salle à manger formelle, mon père s'est joint à moi. « Tu es silencieuse ce soir », a-t-il observé. « Juste fatiguée », ai-je répondu. « La fin du trimestre est toujours chargée. » Il a hoché la tête, puis a ajouté doucement. « J'ai lu ton initiative de logement dans la section économique du Monde. Fournir ta plateforme aux défenseurs du logement abordable pro bono. C'était bien de ta part. Je l'ai regardé avec surprise. Il mentionnait rarement des aspects spécifiques de mon entreprise. Cela semblait la bonne chose à faire, ai-je dit simplement. Quelque chose comme de l'approbation a vacillé dans ses yeux. Ton grand-père aurait fait de même. Il n'a jamais oublié d'où il venait. Il a marqué une pause. Moi non plus, malgré ce que Richard peut penser. Avant que je puisse répondre, nous sommes entrés dans la salle à manger où une table dressée pour 24 brillait de cristal, d'argent et de porcelaine fine. Des marque-places indiquaient notre disposition et je n'ai pas été surprise de me retrouver placée entre Blaise et Margot. Un autre dîner de famille avait officiellement commencé. Le premier plat est arrivé rapidement. Coquille Saint-Jacques poêlée avec une réduction d'agrumes, artistiquement disposée sur des assiettes en porcelaine blanche. La famille s'est installée à ses places, les verres à vin ont été remplis et la représentation a commencé. Ces dîners suivaient toujours le même scénario. Les réalisations étaient mentionnées avec désinvolture. Les acquisitions étaient subtilement mises en évidence.
Le statut était établi et renforcé. « Margot, ce collier est magnifique, » a dit tante Pascal à ma cousine à travers la table. « Est-ce nouveau? Est-ce nouveau? » Margot a touché le pendentif en diamant à sa gorge. « Oh, ça? Oui, Paul m'a surprise après qu'il ait conclu la fusion Peterson. Taille et coussin de 12 carats. Nous l'avons fait concevoir sur mesure par ce joaillier en ville, celui qui fait tout le travail pour les célébrités. »« Quelle attention !» a commenté ma mère. En parlant de fusion, Richard, j'ai entendu dire que Westfield s'intéressait à cette firme à Bordeaux. Oncle Richard s'est tamponné la bouche avec sa serviette avant de répondre. Oui, les négociations sont dans les phases finales. Blaise a joué un rôle déterminant dans le processus de due diligence. Tous les yeux se sont tournés vers Blaise, qui a adopté une expression modeste qui semblait répétée. « Je fais juste mon travail, mais l'acquisition ajoutera environ 30% à notre revenu annuel. Nous prévoyons d'étendre notre présence dans la région Pacifique ensuite. » Blaise a toujours eu le sens des affaires, a poursuivi oncle Richard. Il tient ça de moi, bien sûr. Mon père a levé un sourcil, mais n'a rien dit, prenant plutôt une gorgée de son vin. Je savais qu'il pensait à la façon dont oncle Richard avait failli faire faillite avec sa première société d'investissement avant d'épouser la famille Westfield et d'être installé dans une position de direction dans l'entreprise de son beau-père. « Et Julien, cher, comment va ton nouveau poste chez Goldman ?» a demandé ma mère, braquant les projecteurs sur un autre cousin. Julien a redressé sa cravate. Important, stimulant, mais gratifiant. Nous venons de conclure un accord de 4 milliards d'euros avec un groupe d'investissement saoudien. Je m'envolerai pour Riyad le mois prochain avec le jet de l'entreprise. La conversation a continué sur cette lancée alors que le deuxième plat arrivait. Salade de betterave rôtie avec fromage de chèvre et noix caramélisées. J'ai mangé tranquillement, répondant aux questions directes, mais restant autrement en périphérie de la discussion. Blaise Gospington semblait déterminé à m'entraîner. « Alors, Aurore ?» a-t-il dit, faisant tournoyer son couteau Bordeaux. « Comment te traite la vie d'entrepreneur? Tu travailles toujours depuis cet espace de coworking en centre-ville? » « Nous avons déménagé dans nos propres bureaux l'année dernière, » ai-je répondu, dans le quartier du Sentier, à Paris. « Oh, ça doit être cher. Ces loyers sont scandaleux. » J'ai hoché la tête de manière non engageante. « Ça nous convient. Et combien d'employés as-tu maintenant ?» a-t-il insisté. « Toujours juste toi et ces 2 programmeurs? » Nous avons un peu grandi. Blaise a échangé un regard entendu avec son père. « Bon, les startups sont toujours un pari. 90% échouent au cours de la première année. Tu sais, le fait que tu aies tenu si longtemps est en fait assez impressionnant. » « Merci pour le vote de confiance, » ai-je dit sèchement. Tante Pascal s'est penchée en avant. Son expression était celle d'une préoccupation feinte. « Chérie, tu sais, si jamais tu as besoin d'aide, la famille est là pour toi. Il n'y a pas de honte à admettre qu'il est temps d'essayer autre chose. Je suis sûre que ton père pourrait te trouver un poste convenable chez Leclerc Développement. » J'ai ressenti un éclair d'irritation, mais j'ai gardé mon expression neutre. C'est très gentil, tante Pascal. Mais nous allons bien. Bien sûr, ma chérie, a-t-elle dit, me tapotant la main d'une manière qui suggérait qu'elle ne me croyait pas. Je m'inquiète juste. Une jeune femme devrait penser à la stabilité, à bâtir un avenir. Regarde Margot. Elle et Paul viennent d'acheter cette charmante maison de ville à Neuilly-sur-Seine. Margot a souri radieusement. La rénovation coûte une fortune, mais ça en vaudra la peine. Nous installons une cave à vin et un home cinéma. Tu devrais venir la voir quand elle sera finie, Aurore. Peut-être que ça t'inspirera. J'ai fait sourire de manière forcée. Ça a l'air bien. Tu sais, a interrompu oncle Roger de plus loin à table. L'entrepreneuriat, c'est bien beau, mais il y a quelque chose à dire pour la sécurité d'une entreprise établie. Mon colocataire d'université a tenté la voie de la start-up. Un gars brillant avait ce qui semblait être une bonne idée. Il y a englouti chaque centime qu'il possédait. Maintenant, il gère une succursale de la Société Générale à Nantes. Plusieurs membres de la famille ont hoché la tête sagement à ce récit édifiant. « Je me souviens quand tu as annoncé pour la première fois que tu lançais ta propre entreprise, » a dit Blaise, coupant son saumon parfaitement cuit au moment où le plat principal était servi. « Comment ça s'appelait déjà? Une sorte d'analyse de données pour les petites entreprises? » « C'est exact.
ai-je confirmé, prenant une bouchée de mon propre repas. Ça semble être un marché limité, a-t-il observé. Les petites entreprises n'ont généralement pas beaucoup de budget pour ce genre de choses. Maintenant, si tu ciblais des clients d'entreprise, il a laissé la phrase en suspens, secouant légèrement la tête. Nous avons une clientèle mixte, ai-je dit simplement. Blaise n'a pas été dissuadé. Je m'interroge juste sur la viabilité à long terme, surtout dans cette économie. Le capital risque s'est considérablement tari depuis que les taux d'intérêt ont augmenté. J'ai pensé aux 20 millions d'euros de financement que nous avions obtenus le trimestre dernier et aux offres de 3 grandes sociétés de capital risque que j'étais en train d'examiner. Nous nous débrouillons. Mon père s'est éclairci la gorge. L'entreprise d'Aurore se porte en fait plutôt bien. J'ai été impressionné par leurs métriques de croissance. Blaise a semblé surpris, puis s'est rapidement repris. Eh bien, tant mieux pour elle. Il est important de suivre sa passion, même si cela signifie certains ajustements de style de vie. Margot a immédiatement saisi son ton. Oui, j'admire ton engagement envers la simplicité, Aurore. Ça doit être tellement ancrant de vivre comme les gens normaux. J'ai surpris mon père à me regarder, quelque chose d'indéchiffrable dans son expression. Ma mère avait l'air mal à l'aise, clairement partagée entre la défense de sa fille et l'évitement de tout soupçon de discorde familiale lors de son dîner méticuleusement planifié. Il y a de la dignité à vivre selon ses moyens, ai-je répondu calmement. Quelque chose que Gérard a toujours souligné. Gérard a demandé oncle Richard. Gérard Clément, ai-je expliqué. C'était mon mentor. Il est décédé l'année dernière. Oh, le type de la technologie, a dit Blaise avec dédain. J'ai lu des articles sur lui. Il a fait fortune dans le logiciel ou quelque chose comme ça. N'est-ce pas? Vivait comme un pauvre malgré le fait de valoir des milliards. Un peu excentrique. J'ai ressenti une vague de colère en entendant Gérard décrit de cette façon, mais j'ai gardé mon sang-froid. Il croyait que la richesse devait être mesurée par l'impact, pas par les possessions. Blaise a reniflé. Facile à dire quand on a des milliards en banque. Je parie qu'il prenait quand même des vols privés et avait des maisons partout dans le monde. En fait, il prenait des vols commerciaux et possédait une seule maison modeste à Toulouse, ai-je corrigé. Il a mis la plupart de son argent dans sa fondation pour l'accès à l'éducation. Eh bien, chacun ses goûts, a dit Blaise avec un haussement d'épaule. Mais il n'y a rien de mal à profiter des fruits de son labeur. La vie est courte. Quel est l'intérêt du succès si on ne peut pas le montrer un peu? Alors que la conversation se déplaçait vers le voyage imminent de Margot à Paris, j'ai senti le poids de la montre de Gérard à mon poignet. J'ai pensé à sa confiance tranquille, à son intérêt sincère pour les gens, quelle que soit leur position sociale, à sa conviction que le vrai succès se mesurait aux vies que l'on améliorait et non aux biens que l'on accumulait. Le contraste entre ces valeurs et celles exprimées autour de cette table ne pouvait être plus marqué. Ma rêverie a été interrompue par ma cousine Amélie, qui décrivait sa nouvelle Mercedes avec des détails passionnés. L'intérieur est entièrement personnalisé. Il a fallu 3 mois pour obtenir exactement ce que je voulais. Mais quand tu roules à Saint-Tropez, ça vaut la peine de faire la bonne impression. Blaise a hoché la tête en signe d'accord. L'image est tout dans notre monde. La bonne voiture, la bonne adresse, les bonnes relations. Tout signale ta place dans la hiérarchie. Il s'est tourné vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. À propos, Aurore, j'ai remarqué que tu es arrivée en VTC aujourd'hui. Tu prends encore le bus en ville? La table est restée momentanément silencieuse, tous les yeux se tournant vers moi. La question planait dans l'air, sa condescendance indéniable. J'ai vu l'expression embarrassée de ma mère, la pitié mal dissimulée de ma tante, la satisfaction suffisante de mon oncle face à la question pointue de son fils. Mais c'est la réaction de mon père qui m'a surprise. Son attention s'était déplacée du visage de Blaise vers mon poignet, où la montre de Gérard était partiellement visible sous la manchette de mon chemisier. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Sa fourchette s'arrêtant à mi-chemin de sa bouche. Il fixait la montre avec une expression de reconnaissance stupéfaite. Blaise, interprétant mal la réaction de mon père comme de l'embarras en mon nom, a insisté. Je veux dire, il y a la frugalité et puis il y a la souffrance inutile. Les transports en commun à Paris peuvent être tellement imprévisibles, sans parler du genre de personnes que l'on y croise. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais à ce moment-là, mon père a retrouvé la parole. « Est-ce que ce que je pense que c'est ?» a demandé mon père, sa voix coupant le commentaire de Blaise. Il fixait toujours mon poignet avec une intensité qui a attiré l'attention de tout le monde. J'ai baissé les yeux vers la montre de Gérard, soudainement gêné. « Que veux-tu dire? »
Ta montre, a-t-il dit, posant sa fourchette délibérément. Puis-je la voir? La table était devenue silencieuse. Blaise semblait confus par cette interruption inattendue de son moment de triomphe. J'ai hésité, puis j'ai tendu mon bras sur la table. Mon père s'est penché en avant, examinant le garde-temps avec un étonnement croissant. C'est un original de Gérard Clémot, a-t-il dit doucement, de sa première collection limitée. Oncle Richard a froncé les sourcils. L'entrepreneur tech qui est mort l'année dernière? Il fabriquait des montres? Avant qu'il n'entre dans le monde de la technologie, a expliqué mon père, étudiant toujours ma montre. Il était horloger d'abord, a créé une petite collection de garde-temps fabriqués à la main avant de fonder sa première entreprise. Seulement 50 ont été fabriqués. Il a levé les yeux vers moi. Son expression était un mélange de choc et de respect retrouvé. Comment es-tu entré en possession de celle-ci? Tous les yeux étaient maintenant sur moi. La dynamique de la table avait complètement basculé. La moquerie précédente de Blaise flottait maladroitement dans l'air. Gérard me l'a donné, ai-je dit simplement. Avant de mourir, il était mon mentor et l'un des premiers investisseurs dans mon entreprise. Mon père s'est redressé sur sa chaise. As-tu une idée de sa valeur? J'ai hoché la tête. Je sais qu'elle est précieuse, mais ce n'est pas pour cela que je la porte. Ça, a dit mon père, s'adressant maintenant à toute la table, est une montre de 2 millions d'euros, peut-être plus compte tenu de sa provenance et du fait que la mort de Clémot a rendu sa collection encore plus recherchée. Un soupir collectif a parcouru la table. La bouche de Blaise s'est littéralement ouverte. Margot a laissé tomber sa fourchette avec un bruit métallique. Tante Pascale a commencé à s'étouffer avec son vin. « Oh, cette vieille chose !» ai-je dit avec un haussement d'épaule désinvolte, retirant légèrement ma manche pour mieux montrer la montre. Je la porte tous les jours. Gérard insistait sur le fait que les belles choses devaient être utilisées, pas stockées. Mon père secouait la tête d'étonnement. L'artisanat est extraordinaire. Chacune a été entièrement fabriquée à la main par Clémot lui-même. Le mouvement est basé sur un design révolutionnaire de sa propre création. Les collectionneurs la recherchent depuis des années. La plupart sont dans des collections privées ou des musées. Oncle Richard fixait la montre avec un nouvel intérêt. 2 millions d'euros à ton poignet. Tu devrais l'assurer, Aurore. Elle l'est, l'ai-je assuré. Gérard s'en est occupé quand il me l'a donnée. Il a dit que c'était la première chose qu'il avait jamais créée qui comptait vraiment pour lui. Blaise s'était suffisamment remis pour se joindre à la conversation. Son ton complètement transformé. Je n'avais aucune idée que tu étais proche de Gérard Clémot. C'était une légende dans l'industrie. C'était plus que ça, ai-je dit doucement. C'était un ami. Il croyait en ce que je construisais quand peu d'autres le faisaient. Et qu'était-ce exactement? A demandé oncle Richard, sa précédente dépréciation remplacée par une curiosité sincère. Tu as toujours été plutôt vague au sujet de ton entreprise. J'ai pris une gorgée d'eau, considérant combien révéler. Gérard avait toujours conseillé la transparence stratégique. C'était peut-être le moment. Nous avons développé un algorithme propriétaire qui aide les entreprises à optimiser leurs opérations grâce à l'analyse prédictive, ai-je expliqué. Nous avons commencé avec les petites entreprises parce qu'elles étaient mal desservies dans cet espace, mais nous nous sommes considérablement développés. Nous travaillons maintenant avec plusieurs entreprises du CAC 40, 3 grands systèmes de santé et le gouvernement français. Ma mère a cligné des yeux. Surprise. Le gouvernement français? Tu n'as jamais mentionné ça. Le contrat a été finalisé le mois dernier, ai-je dit. Nous allons implémenter notre plateforme dans plusieurs agences au cours de l'année prochaine. C'est notre plus gros contrat à ce jour. Quelle taille? A demandé Blaise, incapable de se contenir. J'ai croisé son regard directement. 900 millions d'euros sur 5 ans. Un autre silence stupéfait s'est abattu sur la table. Mon père me regardait avec une fierté ouverte. Ma mère semblait maintenant complètement déconcertée. « Mais tu vis toujours dans ce petit appartement en ville, a-t-elle dit. La confusion était évidente dans sa voix. « Et tu prends le bus ?» J'ai souri. « J'aime mon appartement. Il est proche de nos bureaux et je peux aller à pied à mon café préféré. Quant aux transports en commun, c'est efficace et meilleur pour l'environnement. » Gérard prenait le bus tous les jours de sa vie, même après être devenu milliardaire. « Une vraie disciple de Clémot », a murmuré mon père, me regardant avec une nouvelle compréhension. Blaise luttait pour concilier cette nouvelle information avec sa perception précédente de moi. «
Donc ton entreprise, elle a du succès alors? J'ai hoché la tête. Beaucoup. Nous sommes actuellement évalués à 1,8 milliard d'euros après notre dernier cycle de financement. Je conserve la majorité des parts. Oncle Richard s'est étouffé avec son verre. Les yeux de tante Pascale se sont écarquillés à un degré presque comique. Margot tapait furieusement quelque chose sur son téléphone, cherchant probablement des informations sur mon entreprise. « Tu es milliardaire ?» a demandé Blaise, incrédule. « Sur le papier, potentiellement », ai-je clarifié. La majeure partie de ma valeur nette est liée à l'évaluation de l'entreprise. Je prends un salaire raisonnable et vis en conséquence. « Mais pourquoi garder tout ça si secret ?» a demandé Amélie, sincèrement perplexe. « Si j'avais ce genre de succès, tout le monde le saurait. » J'ai pensé à Gérard et à sa confiance tranquille, à son désintérêt à impressionner les autres. Parce que le vrai succès n'est pas mesuré par ce que les autres pensent de vous, mais par l'impact que vous créez et les problèmes que vous résolvez. Notre plateforme a aidé des milliers de petites entreprises à survivre et à prospérer. Elle a optimisé la prestation de soins de santé dans les communautés mal desservies. Cela compte plus que la valorisation. Mon père hochait lentement la tête. La philosophie de Clément. Concentrez-vous sur le travail, pas sur les récompenses. J'ai toujours admiré cela chez lui. Blaise semblait incapable de traiter cette révélation. Sa vision du monde entière, qui me plaçait fermement au bas de la hiérarchie familiale, avait été bouleversée en quelques minutes. Mais les vêtements que tu portes, la façon dont tu vis, nos choix, ai-je terminé pour lui, tout comme vos choix reflètent vos valeurs, Gérard m'a appris que nous révélons notre vrai soi, non parce que nous disons, mais parce que nous priorisons. Le dîner a continué, mais la dynamique avait fondamentalement changé. Les membres de la famille, qui m'avaient à peine reconnu plus tôt, trouvaient maintenant des raisons de m'engager dans la conversation. Des questions sur mon entreprise, sur Gérard, sur mes projets d'avenir venaient de toutes parts. Tout au long de cela, j'ai maintenu le même calme, sans me réjouir de ce changement ni jouer de leur intérêt soudainement accru. Alors que le dessert était servi, Blaise s'est penché vers moi, sa voix suffisamment basse pour que les autres ne puissent pas l'entendre. « Je te dois des excuses, Aurore. Mon comportement ce soir, et franchement, à chaque réunion de famille depuis des années, a été inexcusable. J'ai supposé que puisque tu n'étalais pas ton succès, tu n'en avais pas à étaler. » Je l'ai étudié un instant, voyant au-delà du costume coûteux et du charme pratiqué, l'insécurité sous-jacente. Le succès signifie différentes choses pour différentes personnes, Blaise. Je ne juge pas tes choix. J'apprécierais la même courtoisie. Il a hoché la tête, l'air quelque peu corrigé. La montre est vraiment extraordinaire. Clément devait avoir une très haute opinion de toi. J'ai touché le garde-temps doucement. Elle me rappelle chaque jour ce qui compte. Pas sa valeur, mais ce qu'elle représente. Artisanat, intégrité, créer quelque chose de significatif qui dure. Alors que je disais ces mots, j'ai surpris mon père à me regarder de l'autre côté de la table, une expression pensive sur son visage. Pour la première fois peut-être, il me voyait, non pas comme sa petite fille qui avait besoin de protection ou de conseils, mais comme une femme qui avait forgé son propre chemin et trouvé le succès selon ses propres conditions. Dans ce moment de reconnaissance, j'ai senti quelque chose se déplacer entre nous, une nouvelle fondation de respect mutuel prenant forme. La montre qui avait été le compagnon silencieux de Gérard racontait maintenant mon histoire, révélant des vérités que j'avais cachées, non par honte, mais par désir d'être valorisée pour qui j'étais plutôt que pour ce que je possédais. Alors que la soirée avançait, je me suis retrouvée reconnaissante pour sa présence tranquille à mon poignet, un lien tangible avec le mentor qui avait façonné non seulement ma philosophie d'entreprise, mais mon approche de la vie elle-même. Lorsque les assiettes du dîner ont été débarrassées et que le café a été servi, la conversation est inévitablement revenue à ma montre et à son ancien propriétaire. Oncle Richard, qui était resté inhabituellement silencieux pendant les dernières minutes, a finalement exprimé ce que beaucoup pensaient clairement. « Je n'arrive toujours pas à comprendre que Gérard Clément ait été ton mentor, » a-t-il dit, remuant la crème dans son café. Il était notoirement sélectif quant à son temps et à ses investissements. Comment s'est développée cette relation exactement? Tous les yeux se sont tournés vers moi une fois de plus. Même le personnel a fait une pause dans ses tâches, sentant que quelque chose de significatif se déroulait à table.
Mon père s'est penché légèrement en avant, clairement intéressé à entendre toute l'histoire lui-même. J'ai rencontré Gérard chez Innovate Tech, la start-up où je travaillais après l'obtention de mon diplôme. Ai-je commencé? Il a été engagé comme conseiller lors d'un trimestre particulièrement difficile. L'entreprise brûlait de l'argent et le développement de notre produit était au point mort. Je me souviens de cette entreprise, a interrompu Blaise. Ils ont été rachetés par Google finalement, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Pour 300 millions d'euros, mais à l'époque, nous étions au bord de l'effondrement. Gérard est arrivé et a complètement transformé notre approche. Il avait cette capacité à couper à travers la complexité et à identifier la proposition de valeur fondamentale. C'était son génie, a convenu mon père. Je l'ai entendu parler à une conférence une fois. Remarquable clarté de pensée. Il a remarqué que je posais des questions différentes de tous les autres dans la pièce. Ai-je continué? Après une réunion particulièrement litigieuse, il m'a demandé de marcher avec lui pour prendre un café. Nous avons fini par parler pendant 3 heures. À la fin de cette conversation, il m'avait offert de me mentorer. « Juste comme ça ?» a demandé oncle Richard sceptique. Gérard prenait des décisions rapidement quand il voyait du potentiel, ai-je expliqué. Il m'a dit plus tard qu'il avait reconnu en moi quelque chose qui lui rappelait lui-même à mon âge, une certaine façon d'aborder les problèmes. Ma mère, qui avait été inhabituellement silencieuse, a finalement pris la parole. Et il a investi dans ton entreprise quand tu l'as lancée. Il a été mon premier investisseur, ai-je confirmé. 1,5 million d'euros sur une poignée de main, pas de présentation formelle, pas de plan d'affaires détaillé. Il a dit qu'il investissait en moi, pas seulement dans l'idée. Ce n'est pas ainsi que les affaires fonctionnent typiquement, a souligné oncle Richard, incapable de masquer sa désapprobation pour de telles méthodes non orthodoxes. J'ai souri. Gérard n'était pas typique. Il croyait que les meilleures innovations provenaient de la confiance et de la liberté, pas de structures rigides et de documentation interminable. Il m'a donné ce financement initial et m'a dit de construire quelque chose de significatif. Ses seules conditions étaient maintenant que je maintienne le contrôle de l'entreprise et que j'utilise une partie des bénéfices pour aider les autres. La fondation que tu as créée l'année dernière, a dit mon père, hochant la tête avec compréhension. Celle qui se concentre sur l'éducation technologique dans les communautés mal desservies. Cela faisait partie de ton accord avec Clément. Oui, ai-je reconnu, surprise qu'il le sache, même si je l'aurais fait de toute façon. Gérard m'a montré que le succès crée une responsabilité. Margot, qui avait fait des recherches sur son téléphone tout au long de cet échange, a levé les yeux avec de grands yeux. Selon Forbes, Clémo Dynamics devrait atteindre 3 milliards d'euros de valorisation d'ici le prochain trimestre. Il y a des rumeurs d'une introduction en bourse. Elle m'a fixé. Tu as nommé ton entreprise en son honneur. Cela semblait approprié, ai-je dit simplement. Sa philosophie est le fondement de tout ce que nous faisons. Mais pourquoi garder tout cela si privé? A demandé tante Pascale, gesticulant vaguement vers ma tenue modeste. Tu pourrais vivre dans un penthouse, conduire des voitures de luxe, profiter du meilleur de tout. J'ai réfléchi à la façon d'expliquer un état d'esprit si différent de celui qui dominait cette table. Quand Gérard m'a donné cette montre, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit « Le moment où tu ressens le besoin de prouver ta valeur aux autres est le moment où tu as oublié ta vraie valeur. Je n'ai pas besoin d'afficher mon succès pour le valider. » Mon père hochait lentement la tête, une nouvelle appréciation dans ses yeux. Clémo a toujours compris que le vrai pouvoir résidait dans la connaissance de sa valeur sans avoir besoin de validation externe. C'est pourquoi il était respecté même par ses concurrents. Exactement, ai-je acquiescé. Et il vivait cette philosophie tous les jours. Les leçons les plus précieuses qu'il m'a enseignées n'avaient rien à voir avec la stratégie commerciale ou la technologie. Elles concernaient l'intégrité, le but et la responsabilité qui accompagnent le succès. Blaise, qui avait été inhabituellement soumis, a finalement pris la parole. Donc la montre, elle doit avoir une valeur sentimentale incroyable au-delà de son prix. Elle est inestimable pour moi, ai-je confirmé. Gérard la portait tout en construisant des entreprises valant des milliards. Il disait qu'elle le maintenait ancré, lui rappelant l'artisanat et la patience nécessaires pour créer quelque chose de valeur durable. Et maintenant tu la portes en construisant ton propre empire, a observé mon père avec un petit sourire. J'ai secoué la tête. Pas un empire, une solution. Notre plateforme aide les entreprises à fonctionner plus efficacement.
ce qui sauve des emplois, réduit le gaspillage et améliore les conditions de travail. La valorisation n'est qu'un sous-produit, pas le but. Oncle Richard semblait sceptique, mais la compréhension de mon père grandissait. Je pouvais voir un changement dans la façon dont il me regardait. Un nouveau respect, mêlé de quelque chose qui aurait pu être du regret de ne pas avoir vu ce côté de moi plus tôt. « Le contrat avec le gouvernement que tu as mentionné, a-t-il dit, était-ce celui annoncé le mois dernier pour moderniser les opérations des agences et réduire le gaspillage gouvernemental? » « Oui, ai-je confirmé. Nous avons battu plusieurs grandes entreprises technologiques pour l'appel d'offres. Notre solution permettra d'économiser aux contribuables une estimation de 12 milliards d'euros sur 10 ans tout en améliorant la prestation de services. »« C'était ton entreprise, » s'est exclamé oncle Richard. « C'était partout dans les nouvelles financières. Ils ne t'ont jamais mentionné par ton nom. »« Je préfère garder un profil bas, » ai-je expliqué. « Notre travail parle de lui-même. » Mais sûrement maintenant, avec ce niveau de succès, tu vas améliorer ton style de vie, a pressé tante Pascale, toujours incapable de comprendre mes choix. Peut-être un appartement plus sympa au moins, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Certaines choses ne changent jamais. Je t'aime, maman, telle que tu es, même lorsque tu essaies de redécorer ma vie. Elle a souri à contre-cœur. Et je t'aime même lorsque tu rejettes obstinément de très bonnes robes Chanel. Alors que la soirée touchait à sa fin, je me suis retrouvée engagée dans des conversations plus sincères que celles que j'avais eues lors de toute réunion de famille précédente. Certains parents traitaient clairement toujours la révélation de mon succès, ajustant leur perception de moi. D'autres semblaient reconsidérer leur propre définition de la réussite. Et quelques-uns, comme mon père, se connectaient avec moi à un niveau plus profond, voyant au-delà de ma modestie délibérée et de la valorisation de l'entreprise jusqu'à la personne que j'étais devenue. Quand il a été temps de partir, j'ai commandé un autre VTC, refusant les offres de plusieurs proches de me conduire en ville. Mon père m'a accompagnée jusqu'à la porte pendant que nous attendions la voiture. « Tu leur as donné matière à réflexion ce soir, » a-t-il observé. « Moi y compris. » « Ce n'était jamais mon intention, » ai-je dit. Je voulais juste être traitée comme une personne, pas comme un compte en banque, positif ou négatif. Il a hoché la tête pensivement. Le plus grand héritage de Gérard Clémot n'est peut-être pas ses entreprises, ni même ses montres, mais ce qu'il t'a enseigné sur le vrai sens du succès. Il a posé une main sur mon épaule. « J'aimerais voir ton bureau un jour, rencontrer ton équipe, en savoir plus sur ce que tu construis. »« J'aimerais ça, » ai-je dit, sincèrement ravi de la suggestion. « Que dirais-tu de la semaine prochaine? Je pourrais te faire la visite, te présenter tout le monde. »« C'est une date, » a-t-il accepté alors que mon VTC arrivait. « Et Aurore continue de porter cette montre. Elle est exactement là où elle doit être. » Alors que je m'installais sur la banquette arrière de la voiture, j'ai jeté un coup d'œil au garde-temps de Gérard, pensant à la façon dont les objets, comme les gens, contiennent des multitudes. Pour la plupart de ma famille, la montre m'avait transformée d'une entrepreneuse en difficulté en une actrice sérieuse en un seul instant de reconnaissance. Mais pour moi, elle restait ce qu'elle avait toujours été, un lien avec un mentor qui m'avait montré que la vraie mesure du succès n'était pas ce que l'on accumulait, mais ce que l'on contribuait. 3 semaines après le dîner de famille révélateur, je me suis retrouvée assise dans mon bureau surplombant l'avenue Montaigne à Paris. L'espace était moderne mais sobre, avec des murs de verre, des lignes épurées et un mobilier fonctionnel. Aucune œuvre d'art coûteuse n'ornait les murs, juste des photographies agrandies des membres de notre équipe travaillant avec des clients, des rappels visuels des personnes réelles impactées par notre technologie. La visite de mon père s'était déroulée mieux que je n'aurais pu l'espérer. Il était arrivé tôt, avait fait la visite complète, rencontré mon équipe de direction et posé des questions réfléchies sur notre technologie et notre modèle économique. J'avais regardé avec fierté comment il s'engageait avec nos développeurs, montrant un intérêt sincère pour leur travail et leur vision. À la fin de la journée, il échangeait des coordonnées avec notre CTO, prévoyant de le présenter à des partenaires potentiels. « Tu as construit quelque chose de remarquable ici », m'avait-il dit alors que nous regardions la ville depuis notre terrasse sur le toit. « Pas seulement la technologie ou l'entreprise, mais la culture. Ces gens croient en ce qu'ils font. » C'était toujours l'objectif, avais-je répondu. Créer quelque chose de significatif, quelque chose qui compte. Maintenant,
Alors que j'examinais les plans finaux pour le nouveau siège de notre fondation, je réfléchissais à tout ce qui avait changé depuis ce dîner. Pas dans ma vie quotidienne, qui restait largement la même, mais dans mes relations avec ma famille. Mon père et moi parlions plusieurs fois par semaine maintenant, discutant de stratégie commerciale, d'initiatives de la Fondation et occasionnellement des finesses de la collection d'horloges, un intérêt partagé que nous avions découvert. Ma mère avait finalement accepté que je ne déménagerais pas de sitôt dans un penthouse, même si elle avait réussi à glisser quelques pièces de créateur dans ma garde-robe juste pour les occasions spéciales. Le plus surprenant était l'évolution de ma relation avec Blaise. Fidèle à sa parole, il m'avait contacté pour en savoir plus sur la philosophie de Gérard. Nous nous étions rencontrés plusieurs fois pour un café, et j'avais été impressionnée par son désir sincère de reconsidérer ses priorités. Il avait même commencé à faire du bénévolat dans un programme local de codage pour jeunes, découvrant un talent pour l'enseignement qui nous avait surpris tous les deux. La dynamique familiale plus large avait également changé. Lors d'une fête d'anniversaire de cousin le week-end précédent, j'avais remarqué moins d'accent mis sur les acquisitions matérielles et des conversations plus substantielles. Si ce changement allait durer, restait à voir, mais c'était un début prometteur. Mon assistante a frappé légèrement à ma porte, interrompant mes pensées. « Votre rendez-vous de 14 heures est là, l'étudiante du lycée que vous avez mentionnée. »« Faites-la entrer, » dis-je, me levant pour saluer ma visiteuse. Zoé est entrée dans mon bureau nerveusement, une jeune femme de 16 ans, aux yeux brillants et aux épaules déterminées. Elle avait postulé au programme de mentorat de notre fondation, avec une proposition impressionnante sur l'utilisation de l'analyse de données pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans les quartiers urbains. « Mademoiselle Leclerc », a-t-elle dit, me tendant la main formellement, « merci beaucoup de m'avoir reçue. »« Aurore, s'il te plaît », ai-je corrigé, lui faisant doucement signe de s'asseoir. « J'ai été impressionnée par ta candidature, Zoé. Ton approche de la cartographie des déserts alimentaires utilisant plusieurs pointes de données était innovante. » Elle s'est visiblement illuminée à l'éloge. Ma famille se compte sur les programmes d'aide alimentaire, donc je sais par expérience à quel point l'accès peut être difficile. Je veux créer des solutions, pas seulement identifier des problèmes. Alors qu'elle décrivait ses idées, j'ai été frappée par sa passion et sa clarté d'intention. Elle me rappelait moi-même à cet âge, bien qu'elle fût confrontée à des obstacles économiques que je n'avais jamais connus. C'était exactement le genre d'étudiante que Gérard aurait voulu soutenir, quelqu'un avec la vision et la détermination de créer un changement significatif. « Que dirais-tu d'être la première participante à notre nouveau programme de mentorat direct ?» ai-je demandé quand elle a terminé sa présentation. Tu travaillerais directement avec notre équipe de Data Science un après-midi par semaine, développant ton projet avec des conseils professionnels. Il y a une allocation prévue, bien sûr. Ses yeux se sont écarquillés. Êtes-vous sérieuse? Ça changerait tout pour moi. Complètement sérieuse, l'ai-je assuré. Ton idée a un réel potentiel. Avec le bon soutien et les bonnes ressources, elle pourrait aider des milliers de familles. Alors que nous discutions des détails, j'étais consciente de la montre de Gérard à mon poignet, un rappel tangible de la responsabilité qui accompagnait le succès. En aidant Zoé à développer son projet, j'honorais son héritage de la manière la plus significative possible, en créant des opportunités pour la prochaine génération de solutionneurs de problèmes. Après que Zoé soit partie, flottant presque d'excitation, j'ai appelé mon père pour lui parler de la nouvelle initiative de mentorat. Il a écouté avec intérêt, puis m'a surprise par sa réponse. « Je voudrais contribuer à la fondation », a-t-il dit, pas seulement financièrement, bien que cela aussi si nécessaire. Mais avec du temps, j'ai une expérience qui pourrait être précieuse pour ces jeunes entrepreneurs. Ce serait merveilleux, lui ai-je dit, sincèrement touché par l'offre. Les étudiants bénéficieraient énormément de ton expertise commerciale. Et je pense que je bénéficierais de leur nouvelle perspective, a-t-il répondu. Ta révélation au dîner a fait plus que surprendre la famille, Aurore. Elle m'a fait réévaluer comment je mesure le succès, à la fois en moi-même et chez les autres. Je veux faire partie de la construction de quelque chose qui dure au-delà des bilans et des portefeuilles immobiliers. Alors que nous finalisions les plans pour son implication, j'ai pensé à la façon dont une soirée, un moment de vérité, avait créé des ondulations qui continuaient à s'étendre vers l'extérieur. Ma décision de vivre selon la philosophie de Gérard avait influencé non seulement ma propre vie, mais de plus en plus la vie de ceux qui m'entouraient. Plus tard ce soir-là, alors que je prenais le métro pour rentrer chez moi, j'ai étudié les visages divers de mes compagnons de voyage.
un ouvrier du bâtiment toujours dans ses vêtements de travail, une infirmière en blouse, des étudiants avec des sacs à dos, une femme en tailleur, similaire au mien, chacun avec sa propre histoire, sa propre mesure de ce qui comptait. Gérard avait évolué dans le monde de cette manière, voyant les personnes plutôt que les positions, la valeur plutôt que les objets de valeur. Dans mon appartement cette nuit-là, j'ai enlevé la montre et l'ai tenue dans ma paume, sentant son poids et sa signification. Elle était devenue bien plus qu'un garde-temps pour moi. C'était une boussole guidant mes décisions et mes priorités, un rappel que la vraie richesse ne résidait pas dans ce que l'on possédait, mais dans ce que l'on contribuait, non pas dans la façon dont on était perçu, mais dans la façon dont on vivait ses valeurs. L'horloge n'allait jamais être accrochée dans un musée ni stockée dans un coffre-fort. Elle continuerait à m'accompagner à travers les réunions du conseil d'administration et les événements de la fondation, à travers les dîners de famille et les soirées tranquilles. Elle marquerait les heures de ma vie comme elle avait marqué celle de Gérard. Un témoin de la création de quelque chose de significatif et de durable. Alors que je me préparais à me coucher, mon téléphone a sonné avec un message de Blaise. Il venait de terminer sa première session d'enseignement en solo au programme de codage et était enthousiasmé par l'expérience. Je crois que je comprends enfin ce que Gérard voulait dire par impact plutôt qu'image, a-t-il écrit. Merci de m'avoir montré une autre façon de mesurer le succès. J'ai souri en répondant, pensant à la façon dont les connexions authentiques et le véritable but étaient les véritables marqueurs d'une vie bien vécue. La montre avait attiré l'œil de mon père à ce dîner fatidique. Mais ce qui importait vraiment, c'était la philosophie qu'elle représentait. La compréhension que notre valeur n'est pas déterminée par notre richesse, mais par nos actions et leur impact sur les autres. Avez-vous déjà eu un moment où quelque chose que vous possédiez a révélé plus sur vous que vous ne l'aviez voulu? Ou une fois où la perception des autres à votre égard a radicalement changé en fonction de nouvelles informations? J'aimerais beaucoup entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si ce voyage vers le succès authentique a résonné avec vous, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne pour plus d'histoires sur la recherche de la vraie valeur dans un monde obsédé par les apparences. N'oubliez pas que les choses les plus précieuses que nous possédons ne sont pas mesurées par leur prix, mais par le sens qu'elles portent dans nos cœurs. Merci d'avoir écouté et à la prochaine. Puissiez-vous toujours connaître votre vraie valeur au-delà de tout chiffre sur votre compte en banque.